de Kinshasa. Enfin, le franc congolais connaît une appréciation face au dollar américain, une évaluation qui suscite à la fois espoir et confusion entre le taux officiel et spéculation. Sur le terrain, l'écart reste important, les prix ne suivent pas la même tendance. Dans ce journal, vous suivrez les réactions des Kinois. À ce sujet, ça sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. La récente appréciation du franc congolais face au dollar américain suscite des réactions contrastées si le taux officiel affiche plutôt une progression de la monnaie nationale. Sur le terrain, la réalité est tout autre. La spéculation persiste, les écarts se creusent et les prix ne suivent pas toujours les tendances annoncées. Un reportage de Rodé Panda, Regan Oshindano et Dorcas Njoli. Depuis quelques semaines, le taux d'échange de la devise américaine face au franc congolais a enregistré une forte baisse en faveur de la devise locale qui est passée de 2800 à 2300 francs congolais pour $1 américain. Cependant, il s'observe une spéculation sur le terrain où les taux se négocient actuellement entre 1800 et 1900 francs congolais pour $1 américain. À 19 000 francs, 10 dollars. Alors pour notre transport et notre gain, nous sommes obligés à changer à 18 000 francs. Malgré cette embellie monétaire, l'écart demeure important entre la hausse de la valeur de la monnaie nationale et son impact réel sur les prix des produits de première nécessité qui restent pour la plupart inchangés. Le franc congolais, la monnaie nationale, s'est apprécié. Conséquence, les prix des biens et services devraient baisser normalement. Malgré cela, certains opérateurs refusent de baisser les prix. C'est une réalité économique que le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso, explique dans ce reportage de Dada Chabani. L'appréciation du franc congolais a l'incidence sur les paniers de la ménagère. L'embellie de cette monnaie nationale devrait en principe avoir comme effet d'entraînement la baisse des prix des biens et services. Pourtant, certains opérateurs économiques ne sont pas prêts à baisser leurs prix des biens et services. Cette résistance est un fait économique expliqué par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso. Le contrôle de prix sur le marché n'est pas l'apanage ou bien le rôle de la Banque centrale. Mais effectivement, à partir du moment où nous avons une économie qui importe l'essentiel des
Et c'est ça qui explique parfois que les gens disent mais dollar equity, mais mais non, les petits commerçants ne sont pas fous. On appelle ça l'effet retard et on appelle ça aussi la gestion de stock. Nous devrons aussi communiquer de manière à faire comprendre les notions élémentaires de finance à notre population pour les aider à pouvoir épargner, pour les aider à pouvoir investir, pour les aider à pouvoir faire du commerce. RDC Terre d'opportunités pour les investissements. C'est demain que la ville de Washington va accueillir le forum économique RDC-USA. Quels sont les enjeux spéciaux? Cédric Kenina, Oscar Mbalkaïj, nos envoyés spéciaux, nous en disent plus. Nous sommes au Mellon Auditorium, ici à Washington, D.C., où va se tenir le grand forum RDC-USA. C'est ici, c'est un pari audacieux pour la République démocratique du Congo qui s'ouvre au monde des affaires américains. Et c'est ici le point de convergence entre les investisseurs américains, mais aussi les cadres d'accueil qui est la République démocratique du Congo. Donc c'est ici qu'auront lieu les discussions sur les opportunités en termes d'investissement en République démocratique du Congo. Ces forums balisent le chemin. Nous sommes juste en face du National Museum of American History et de l'autre côté c'est le Capitole et vous avez l'obélisque de Washington et c'est pour dire l'importance, c'est le symbole même de l'importance qu'attache le gouvernement américain en ce qui concerne ces grands forums. Depuis Washington DC aux USA, Cédric Kenina, Oscar Mbalkaïj et Jires Kelani pour le compte de la radio-télévision nationale congolaise. Merci Cédric Kenina et nous vous souhaitons un bon séjour. La RDC dispose désormais d'une représentation diplomatique officielle au Royaume de Thaïlande. Pour la toute première fois, un ambassadeur congolais a été accrédité dans le pays de France, dans ce pays. François Balumwene, c'est de lui qu'il s'agit, a présenté ses lettres de créance à Sa Majesté le roi Maha, souverain du Royaume de Thaïlande. Cette cérémonie marque une étape historique dans les relations bilatérales entre les deux pays. C'est une brève cérémonie, mais avec toute la solennité voulue. Le nouvel ambassadeur de la RDC, François Balumwene Kuba, a présenté ses lettres de créance à Sa Majesté Maha Vajiralongkorn, roi de Thaïlande. Cette accréditation témoigne de la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dénouer des relations de coopération bilatérale fructueuses et bénéfiques pour les deux peuples, congolais et thaïlandais. En réponse, Sa Majesté Maha, roi de Thaïlande, a salué l'excellence des relations qui existent entre les deux pays, des relations renforcées aujourd'hui avec l'accréditation du premier ambassadeur de la République démocratique du Congo au Royaume de Thaïlande. En plus de la Chine, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire François Balumwene couvre le Vietnam, les Philippines et aujourd'hui les Royaumes de Thaïlande.
L'État congolais s'engage à apurer sa dette envers les pétroliers. Le comité de suivi des prix des produits pétroliers a validé plus de 15 millions de dollars américains au titre de pertes et manques à gagner pour les 2 premiers trimestres de 2025. Une étape cruciale pour stabiliser le secteur dans un contexte plutôt économique un peu tendu. Rodé Panda pour ce reportage. La signature de ces procès-verbaux des certifications, des pertes et manques à gagner en présence du secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tuité, marque une étape significative dans la régulation et la stabilité des prix dans le secteur pétrolier en RDC. Ces travaux qui se sont déroulés dans un climat de rigueur, de transparence et de collaboration entre le gouvernement et la profession pétrolière ont connu l'implication de toutes les sociétés pétrolières concernées, mais également la Fédération des entreprises du Congo FEC, la présidence de la République, la primature et des délégués du ministère des hydrocarbures. Le représentant de la FEC à ses assises, le président de la Commission nationale des hydrocarbures au sein du patronat congolais, a salué la sérénité et l'efficacité du processus, étant donné le montant global pour les premiers et deuxième trimestres s'élève à 15 972 221 dollars américains. Nous avons pu pour une fois certifier T1, T2. Nous sommes plutôt satisfaits et nous remercions son Excellence le vice-premier ministre, sa volonté de son action très active. Au nom des pétroliers nationaux, Joseph Makondo Maboko s'est dit satisfait du bon déroulement des travaux. Nous étions dans le comité de suivi des prix des produits pétroliers qui ont abouti au second jour à la modification des prix à la pompe et nous avons continué ces travaux par rapport à la certification des pertes et manques à gagner des sociétés pétrolières pour la période T1 et T2 2025. Tous les pétroliers sont très contents. Pour le ministère de l'économie nationale, l'objectif poursuivi après la baisse sensible de l'enveloppe due aux sociétés pétrolières est d'atteindre 0 perte et manque à gagner dans les jours à venir. Tourisme durable, moteur de diversification de l'économie, c'est le thème de la 5e édition de la Semaine congolaise du tourisme qui se tient dans la ville de Lubumbashi. Ce rendez-vous des décideurs va permettre de faire du tourisme un des leviers du développement et de la diversification de l'économie congolaise. Willy Atunakov, notre envoyé spécial dans la ville de Lubumbashi. Cette cérémonie d'ouverture des travaux de la 5e édition de la Semaine congolaise du tourisme sur le thème « Tourisme durable, moteur de la diversité de l'économie » présidée au nom de la Première ministre par le ministre du Tourisme, Didier Mazenga Mukanzu, c'est lundi 13 octobre au chapiteau de l'hôtel Pullman Grand Caravia de Lubumbashi a été marqué essentiellement par 3 allocutions de circonstances. D'abord, le mot de bienvenue du ministre provincial des Finances, John Muloba, représentant le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga. Ensuite, l'intervention de la ministre provinciale en charge du tourisme, Lorraine Lusamba. Enfin, le mot d'ouverture des travaux par le ministre national, Didier Mazenga Mukanzu. En prenant la parole à l'occasion des travaux de la Semaine congolaise du tourisme qui se tient dans ces beaux et somptueux cadres de l'hôtel Caravia, je voudrais au nom de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement et au mien propre, adresser très respectueusement mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa vision éclairée, celle de faire de la République démocratique du Congo une destination touristique au monde. Permettez-moi de saluer l'engagement et la détermination du gouvernement congolais, conduit par son Excellence Madame Zumino Turuka, Première ministre chef du gouvernement, pour son engagement sans faille d'accompagner le secteur du tourisme pour une émergence véritable et réelle. Après l'hôtel Caravia, le ministre Didier Mazenga, le membre du comité d'organisation, dont les dirigeants de l'Office national du tourisme, ONT, et les participants sont allés visiter les sites historiques Patrice Emery Lumumba à Chilantembo, une localité située
situé à quelques 52 km de Lubumbashi, sur la route Likasi, en territoire des Kambov, où furent assassinés le 17 janvier 1961 le tout premier Premier ministre du Congo indépendant, Patrice Emery Lumumba, et ses compagnons de lutte Joseph Okito et Maurice Mpolo, sous les explications du chef des divisions du tourisme du Haut-Katanga. Cette journée inaugurale s'est clôturée par la visite guidée de la prison de Simon Kimbangu, située sur l'avenue Likasi, en plein centre-ville de Lubumbashi. Les ex-combattants issus des différents groupes armés dans la province du Tanganyika bénéficient d'un appui financier de $2 millions américains, un don du Fonds pour la consolidation de la paix. Cette enveloppe vise à accompagner la réinsertion socio-économique de 2000 bénéficiaires, dont 200 enfants sortis des groupes armés. Peggy Mukunda. $2 millions américains, l'enveloppe allouée pour les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PRDRCS par le Fonds pour la consolidation de la paix, PBF, pour les projets de réinsertion socio-économique des ex-combattants dans les Tanganyika. Ces projets qui ciblent 2000 bénéficiaires, parmi eux 200 enfants retirés des groupes armés. Annonce faite à l'issue de la rencontre entre le coordonnateur national du PRDRCS, Jean Desdieux, Désiré Ntangatita, et une délégation de PBF. Depuis le début de cette année, nous sommes dans une nouvelle phase de coopération avec le PBF qui nous a financé avec un budget de $1 million pour un projet qui va cibler un total de 2000 bénéficiaires. Parmi eux, nous avons 200 enfants associés aux forces et groupes armés que nous avons retirés. Et nous avons autour de 600 démobilisés et 1200 membres de communauté. Il était également question d'échanger le projet de vue sur les leçons tirées dans la coopération, les perspectives d'avenir, mais aussi d'explorer les mécanismes de financement des activités. Lutte contre la rareté du maïs en RDC, la réserve stratégique générale compte doter ce service des silos modernes de stockage et d'une banque de semences. Pour ce faire, une séance de travail s'est tenue sous la supervision de la coordinatrice de la réserve stratégique et des experts en la matière, Yvette Makoutima. Elle a pour mission la promotion, le développement et la mise en œuvre des différents projets dans les secteurs agro-pastoral, industriel, commercial et social, en particulier en matière de produits stratégiques. La réserve stratégique générale s'emploie à l'implantation des différentes infrastructures, notamment la construction des silos modernes de stockage et d'une banque de semences dans le but de répondre aux besoins croissants de la population. Une volonté de son coordonnateur, Serge Mulumbakachi, qui ne ménage aucun effort pour lutter contre la pénurie de maïs en République démocratique du Congo, exprimée au cours d'une séance de travail avec les experts américains de l'International Renewable Consulting, Mark Bryant et Carl Phoenix Katembo, ainsi que les ministres honoraires de l'Agriculture, Désiré Biriandé. Ces experts veulent accompagner la RDC dans la matérialisation de ces vastes projets. Dire mes remerciements au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a parlé de la revanche du sol sur le sous-sol. Donc nous avons suivi son message parce qu'il avait les intentions d'installer des silos, d'organiser une banque de semences au pays. Et puis maintenant là, il doit essayer de faire des réserves pour que, en cas de catastrophe, en cas de problème, le pays ne puisse pas se perdre. La réserve stratégique générale s'engage à matérialiser la vision du chef de l'État en matière de résilience et de la souveraineté nationale. Pour garantir l'application effective de la loi sur la sous-traitance en RDC, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a lancé une mission mixte dans la ville de Matadi. Première étape, le port privé Matadi Gateway, terminal MGT. Un reportage de Joël Makela et Diane Balaka. À Matadi, chef-lieu du Congo central, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP, a lancé sa mission de contrôle mixte. Conduit par le directeur général Miguel Kacham Katem,
La délégation a débuté ses travaux au Matadi Gateway Terminal MGT, un acteur majeur du secteur logistique. Sur place, les échanges avec le directeur général adjoint du MGT, Florian Massaki, ont porté sur le respect de la loi sur la sous-traitance en vue de favoriser les entreprises éligibles et de renforcer la transparence dans l'accès au marché. MGT a exprimé sa volonté de collaborer pleinement avec l'ARSP et de fournir toutes les informations nécessaires à un contrôle efficace. La mission s'est ensuite poursuivie par une visite des principales installations du terminal. Cette opération marque le début d'une série de contrôles à travers le pays destinés à veiller à la stricte application de la législation sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. L'organisation très prochaine d'un atelier de renforcement des capacités en faveur des magistrats du pouvoir judiciaire. La question était au cœur des échanges entre le premier président de la Cour de comptes et son collègue de la Cour de cassation. Ce lundi, au siège de la Cour des comptes, l'objectif est de lutter contre les abus au sein de la justice. Reportage. Accueilli par le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Mungangangwaka, au rez-de-chaussée du siège de l'institution supérieure de contrôle de la RDC, Eli Léon Domba Kabea, premier président de la Cour des cassations, a eu des échanges fructueux au bureau de son collègue de la Cour des comptes. Ces échanges ont tourné autour de l'organisation très prochaine d'un atelier de renforcement des capacités en faveur des magistrats du pouvoir judiciaire autour de l'organisation et du fonctionnement de la Cour des comptes, ceci dans l'objectif de rendre effective la collaboration entre les deux institutions. On s'est mis d'accord qu'on puisse prévoir un atelier de renforcement des capacités pour les magistrats du judiciaire. Un atelier au cours duquel nous allons échanger nos expériences. Les magistrats de la Cour des comptes vont partager leur expérience, n'est-ce pas, à ceux des judiciaires et vice-versa. Le premier président de la Cour des cassations a expliqué en quelques mots la passerelle de collaboration qui existe entre les deux institutions. Ces passerelles nous permettent, dans notre mission conjointe, de protéger le patrimoine de l'État. Ça peut être le patrimoine financier, c'est le patrimoine mobilier, tous les biens de l'État doivent être protégés. La rencontre s'est clôturée par une visite guidée du siège et c'est dans la salle en pleine rénovation du premier niveau de la Cour des comptes que les deux personnalités ont également échangé avec le procureur général près de la Cour des comptes, Salomon Toudiéché, qui les avait rejoints plus tard. Voilà un invité dans ce journal, Eric Onipunga. Il est directeur général de Metrokin, une structure qui prend en compte plutôt les transports urbains. Monsieur Eric, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bon, la première question, est-ce que les Quinois jusque-là ne comprennent pas qu'est-ce que c'est Metrokin? Dites-nous en quelques mots, il s'agit de quoi exactement et quel est l'objectif poursuivi par ce projet? Merci, madame, de votre invitation. Metrokin, c'est une société de projet avec trois actionnaires principaux, la ville de Kinshasa en tant qu'autorité délégante, le NATRA en tant qu'actionnaire stratégique et Transconnection Congo comme promoteur historique. Metrokin a comme objectif de construire 300 km de rails dans la ville de Kinshasa en 4 phases. Ça veut dire la première phase part de la gare centrale jusqu'à l'aéroport de Njili. La deuxième phase, c'est la plaine de Kinshasa. Et puis la troisième phase, c'est la boucle de Kinshasa qui part toujours de la gare centrale, Kitamo Magasin, Mimosa, Cité Verte, UPN, gare centrale. Et la quatrième phase part de l'aéroport de Njili jusqu'à Maluku. Il s'agit là de la volonté, de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de résoudre les problèmes épineux de la mobilité que nous connaissons dans cette ville. Ce projet, il évolue bien et il est financé comment et par qui? Les projets évoluent bien, les études sont après nous, les appels d'offres sont après nous. Et aujourd'hui, nous envisageons même bientôt là la signature d'un contrat d'exécution, ça veut dire un contrat IPC, et le projet est financé par un partenaire, disons, je dirais le projet est financé par un lead financier qui s'appelle AFC, Africa Finance Corporation. Il vient pas seul, il vient en syndication avec d'autres bailleurs connus sur le plan international. Vous venez de dire, c'est un projet qui va sur 4 phases. Là, sur 4 phases. Vous êtes à la première phase? Là, nous parlons de la première phase, gare centrale, aéroport de Njili.
C'est effectif. C'est effectif. Là, oui, nous avons lancé des appels d'offres. Les appels d'offres ont été gagnés. Ça veut dire qu'il y a un soumissionnaire qui a gagné après les analyses. Et là, nous passons à l'étape de réalisation maintenant pour la signature du contrat IPC. Et ça fait combien de temps que l'entreprise est créée? Metrokin a été créé par le COPIREP en 2022. Donc vous allez comprendre, madame, ça nous a pris que 3 ans pour arriver à la maturation, ça veut dire la maturation du projet. Et le projet poursuit son cours normal. Au-delà de la ville de Kinshasa, peut-on imaginer à l'avenir un réseau interconnecté avec les autres grandes villes du pays ou de la capitale? Les appétits sont là, mais nous voulons d'abord résoudre le problème de Kinshasa. Parce que, madame, vous savez, Kinshasa, c'est une mégapole. Nous avons déjà dépassé plus de 17 millions d'habitants. Il est temps que nous remédions et nous résolvons ces problèmes de mobilité avec un système de transport de masse par excellence, c'est le rail. Et voilà pourquoi ces projets ont été mis en place. Vous avez un dernier mot? Le dernier mot, c'est qu'en date du 16, ça veut dire le jeudi prochain, nous allons signer les contrats IPC, les contrats ingénierie, conception et approvisionnement. Et ça va se passer à l'hôtel du Fleuve, la salle Panorama 2, entre les consortiums KRCL, Angélique et Metrokin. Et c'est un tournant décisif pour la réalisation de ce projet, parce qu'après cette signature, nous passerons à la concrétisation complète de la libération des emprises et ensuite viendra l'installation chantier. Est-ce qu'il y aura des termes de référence dans ce contrat? Sinon, oui, ce seraient lesquels? Bien sûr, on peut parler de 30 mois de réalisation. Le projet va se réaliser pendant 30 mois. Les composantes, c'est quoi? C'est 8 gares, des grandes bâtisses, c'est 16 rames de train, des 6 voitures, double voie, la production de l'électricité, la construction d'un dépôt de maintenance et ensuite tout ce qu'il y a comme ouvrage d'art, de pont et tout. À quel taux tout ça? Parce que vous savez que Kinshasa connaît quand même des problèmes d'infrastructures très oui. Je comprends, ne vous en faites pas. Tout a été passé au parfum. C'est un projet qui va coûter vraiment moins cher par rapport à tout ce qui a vu le jour dans les continents. Nous tournons autour des 550 millions de dollars, y compris la construction d'une centrale électrique. Madame, vous ne trouverez pas mieux que ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Eric Onepunga. Je rappelle que vous êtes directeur général de Metrokin, une entreprise ou un projet qui prend en compte les transports urbains. Nous tenons à souligner que si nous sommes arrivés là, c'est les efforts de tout le partenaire, la ville de Kinshasa, le gouvernement de la République, conduite par son Excellence Madame Sumino Toulouka, et surtout la vision du chef de l'État qui couronne tout parce que le gouvernement de la République ne cesse de nous accompagner dans cette réalisation que nous appelons folie de la foi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame. Merci beaucoup. Merci. La modernisation du climat des affaires franchit une nouvelle étape dans le cadre de la campagne de vulgarisation du tableau numérique de suivi des réformes. L'objectif est de renforcer le suivi des réformes prioritaires dans le secteur agricole. Un reportage d'Yvette Makoutima. Les tableaux numériques de suivi des réformes gagnent du terrain et avec lui, le processus de modernisation du climat des affaires en RDC a franchi un nouveau cap. À travers l'élan enclenché il y a peu, le ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, Guylaine Mbombouizia, a poursuivi la campagne de présentation et de vulgarisation du tableau numérique de suivi des réformes du climat des affaires. Cette fois, cap sur les secteurs agricoles. Guylaine Yembo a échangé avec son collègue, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Muhindo Nzangi, dans l'objectif de s'assurer un meilleur suivi des réformes prioritaires dans ces secteurs clés pour l'économie nationale. Mais c'était pour nous important de pouvoir échanger sur ça, de voir s'il a des difficultés, des questions. Mais nous avons rencontré aussi déjà la structure qui est mise en place, qui nous réjouit. Donc ça montre bien que tous les ministres réformateurs sont prêts à servir le secteur privé. Désormais, avec ces outils-là, nous saurons chaque semaine, chaque jour, quel est notre niveau d'avancement pour le climat des affaires, pour que nous puissions nous ajuster, accélérer, puisqu'on ne peut pas développer ce pays si le secteur est matraqué comme il est aujourd'hui. Au cœur des discussions, l'on a noté également l'opérationnalisation du Fonds national de développement agricole et la révision de certains articles de la loi agricole, notamment les articles 16 et 82,
Soutenue par la cellule du climat des affaires de la présidence de la République, cette initiative concerne 18 ministères dits réformateurs et vise à suivre en temps réel la mise en œuvre des réformes engagées par le gouvernement pour améliorer l'environnement des affaires. Check-up spirituel, c'est le titre du nouvel ouvrage publié ici à Kinshasa. L'auteur de cet ouvrage, le docteur pasteur Marcel Bomboko, a relevé les différentes maladies spirituelles. Un reportage d'Angèle Kanam Kisinda. En 8 chapitres, les docteurs et pasteurs Marcel Bomboko présentent une série des maladies spirituelles, leurs manifestations ou formes, leurs conséquences désastreuses dans la marche chrétienne. Ils proposent ensuite les traitements adéquats. Chaque fois, une posologie différente l'une de l'autre selon le cas, les manifestations des guérisons et à la fin de chaque chapitre, un examen de contrôle sous forme de questionnaires, de réflexion et d'application. Cet ouvrage chrétien a été porté sur les fonds baptismaux au cours d'une cérémonie magistrale devant un cercle des gardiens des troupeaux du Seigneur, ponctué par 3 interventions. La présentation de l'ouvrage par l'auteur lui-même, le docteur Marcel Bomboko, les témoignages des lecteurs, ainsi que la présentation officielle du livre. Tous ont loué cette œuvre littéraire chrétienne, écrite dans un langage simple et accessible, portant un message puissant. Les participants n'ont pas tari d'éloges pour saluer ce nouveau-né à qui chacun donne une valeur à sa juste mesure. Pour moi, c'est un merveilleux sentiment de venir ici et rencontrer ces hommes et ces femmes de Dieu qui sont venus non seulement pour le lancement de ces livres, mais de cet ouvrage que je crois va nous accompagner dans la marche spirituelle. Autant nous savons faire des check-up physiques pour notre santé physique, il est capital, il est important, il est incontournable. Si on veut aller au ciel et être un bon témoin de Jésus, de faire régulièrement un check-up spirituel. Ça n'est suivi une exposition en vente à cœur joie. L'auteur s'est offert pour une séance de dédicace. Fin de ce journal rédigé par Gauthier Kiessi sous la direction et supervision de Jacques Kababois. Angèle Mabiala Landou était à la coordination, Simon Kankolongo et André Njeka l'ont réalisé pour vous. Au mixeur, Yannick Yangumba. Je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. 23h, Jacques Mégy revient sur ce plateau pour vous informer.